Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Un nouveau mois qui débute, donc je vous souhaite un bon mois de novembre. Une bonne fête de Toussaint aussi à tous. Nous, on est là, on est au poste et on passera 90 minutes en votre compagnie, bien sûr, pour le débrief de toute l'actualité sportive et on espère passer une magnifique soirée en votre compagnie. Allez, sommaire. La Grande Team présente les nouvelles fraîches d'ici et d'ailleurs dans LGT News. Aimé Bricard, le président de l'Association internationale des arts martiaux, est notre invité du Focus. Mbappé et Haaland vont-ils dominer le Ballon d'Or après l'ère Messi-Ronaldo? Bonne émission en compagnie de Marie-Christine et sa team. Une question LGT chaque soir pour vous permettre d'interagir avec nous en cours d'émission. Et la question LGT de ce soir, justement, concerne Mbappé et Haaland. Mbappé et Haaland vont-ils dominer le Ballon d'Or après l'ère Messi-Ronaldo? Vous pouvez donc nous écrire sur la page Facebook de la 3 ou nous appeler au 27 21 59 93 99. L'équipe de ce soir, je serai accompagnée d'une magnifique équipe que je vous permets de découvrir maintenant. Je serai donc avec Clément Yéton, Guy Orlus et Henri Joël. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Marie-Christine. Comment vous allez, Clément Yéton, comment vous allez? Je vais super bien en ce jour où tout le monde est faim. Donc, je pense qu'on va prendre du plaisir à décortiquer tout ce qui est information sportive. Clément, là, en ce jour, tout le monde est seul. Bon, d'accord. Guy Orlus. Moi, je vais super bien. Je vais super bien. On va partager ensemble ce plateau. Et puis, pour ce nouveau mois, ça fait plaisir de faire partie de l'équipe qui ouvre le bal de ce mois de novembre. Donc, très heureux. Alors, vous êtes inspiré ce soir. J'aime. Comme d'habitude. Henri Joël, ne gâtez pas tout, s'il vous plaît. Bonsoir, Henri Joël. Comment vous allez? Dites quelque chose de chic. De bien. De bien. Ça va, Marie-Christine? Oui. Ça va bien? Oui. OK. Nous sommes La là. suite? Nous sommes là. C'est mieux. C'est mieux, hein? Donc voilà, en cours d'émission, nous recevrons donc Dago Charles et aussi notre invité pour parler taekwondo. Ce sera tout à l'heure, mais pour l'instant, allons-y pour LGT News. Les news de ce soir déjà, ce sera du basket, du rugby, du football et aussi jeu d'échecs. Allons-y pour LGT News. Du basketball pour entamer les news de novembre. La FIBB poursuit sa politique de promotion chez les filles. La promotion du basketball féminin est un pan important du programme d'action du président de la fédération, Mahama Coulibaly. En effet, après le lycée Sainte-Marie, le premier responsable du basketball ivoirien et sa suite ont visité le lycée jeune-fille Singa de Yopougon. Cette visite vise également à faire de cet établissement un centre d'excellence pour la pratique du basket féminin. Selon le président Mahama Coulibaly, un projet de réhabilitation du terrain de basket de ce lycée, de même que la formation des formateurs et de suivi du pôle de jeunesse sont prévus. Pour cette visite, le président de la FIBB était entouré du directeur technique national adjoint Kwaku Ndri et de la responsable des affaires sociales Zénab Daon Coulibaly. Open de jeux d'échecs, de Gondo Simplice et plusieurs échéphiles se signalent. L'Open, organisé par la plateforme Aquaba Échecs durant le week-end dernier dans un hôtel à Cocody, a été marqué par la victoire de l'un des meilleurs échéphiles de Côte d'Ivoire. Il s'agit de Gondo Simplice, grand vainqueur de cette compétition dotée du trophée RVL. Il s'est affirmé au fil des éliminatoires en validant son billet pour la dernière ligne droite. Au finish, Gondo remporte la médaille d'or chez les seniors. Kouya Franklin et Blé Hubert se sont parés respectivement des médailles d'argent et de bronze. Ouaga Yohan s'est distingué chez les U20 en remportant la palme du meilleur jeune de sa catégorie. Quant à Ayemou Emmanuela, elle faisait la différence chez les filles avec le trophée de la meilleure jeune, toutes catégories confondues. On peut le dire, les organisateurs ont réussi leur coup en organisant cet Open qui a vu la participation effective de plusieurs pays, dont le Ghana, le Togo et bien d'autres. Je suis contente, mais je voulais opter pour le prix des seniors, mais ça n'a pas marché. Ça va aller une prochaine fois. Alors, c'est de m'entraîner encore pour le mois prochain. Cette fois-ci, j'espère remporter. Rugby. Johnny May met un terme à sa carrière internationale avec le 15 d'Angleterre. Johnny May a décidé de raccrocher les crampons.
Une autre information pour vous, basketball, l'ABC se relance après sa défaite concédée face au FUS Rabat lors de la journée inaugurale de la BAL 2024 Elite 16. Le club de l'ABC s'est repris de la meilleure des manières ce mercredi en disposant du SLAC 98-70. Cette victoire arrive à point nommé pour booster le moral des protégés du président Touré Boubakari. Demain, ils tenteront de rééditer la meilleure performance avec devant Bangui SC. Henri Joël nous donne plus d'informations. Bien sûr, il fallait rebondir pour cette équipe de l'ABC après, bien sûr, la déconvenue face au FUS du Rabat. Ça a été un match compliqué pour l'équipe de l'ABC. Ils ont bien réagi face au SLAC. Au SLAC, il faut déjà rappeler que dans cette équipe du SLAC, il y a un joueur que tout le monde connaît très bien en Côte d'Ivoire ici, s'appelle Nisré Zouzoua. Allez, la petite histoire, la belle, on permet à ce que des joueurs venus d'autres continents ou d'ailleurs, on leur permet d'intégrer les équipes qui participent à la base juste le temps de la compétition et après ils peuvent repartir dans leur club respectif. Dans ce sens-là que l'équipe du SLAC a fait venir l'Ivoirien Nisré Zouzoua qui est aux États-Unis. Donc il était dans cette équipe du SLAC, mais ça n'a pas pu empêcher l'équipe de l'ABC de pouvoir s'imposer. Déjà, au premier quart-temps, c'est le SLAC qui va prendre les devants avec 22-21 en faveur du SLAC, comme je l'ai dit. Ensuite, au deuxième quart-temps, l'équipe de l'ABC va se réveiller avec un 21-14. Ils vont continuer au troisième quart-temps. Là, c'est le plus gros écart dans ce match avec 33-17. Et ensuite, ils vont clore au quatrième quart-temps avec un score de 23-17. Donc, au total, 98-70 pour l'ABC dans ce deuxième match. Alors, il faut savoir que le meilleur scoreur de ce match, c'est un joueur de l'ABC. Comme je l'ai dit, tout comme Nisré Zouzoua, Samson Oluwasegun Okano est venu, le Nigérien est venu apporter quand même son savoir-faire à cette équipe de l'ABC. Il a inscrit 20 points, 3 passes, il a délivré 3 passes et il a pris 3 rebonds. Du côté du SLAC, le meilleur marqueur, c'est Nisré Zouzoua avec 20 points. Mais cela n'a pas empêché les Ivoiriens de pouvoir s'imposer. Comme vous l'avez dit, demain, l'équipe de l'ABC sera opposée à Bangui. SC qui était présent ici lors de l'Élite 16 la saison dernière, qui malheureusement n'a pas pu se qualifier pour la suite de la compétition, qui avait fait un très bon début de compétition et qui après a chuté. On espère que voilà, l'ABC de demain va battre cette équipe pour prendre l'une des 2 places qualificatives pour le tour suivant afin d'obtenir le ticket final pour aller au Rwanda pour la balle. Effectivement, et on souhaite bonne chance à l'ABC pour son match de demain. Après le basket, on passe au football. Et Guy Orlus, avec vous, on parle de la CAF Award 2023. Les nommés sont connus. Oui, les nommés sont connus. Pour le moment, on a une satisfaction. Une satisfaction, c'est de voir des joueurs qui essaient tant bien que mal de s'imposer sur le plan européen. Je pense bien sûr à Guirassy, qui fait pour le moment la fierté du continent dans le championnat allemand, la Bundesliga. Pour le moment, c'est une belle figure. Le côté, on avait une inquiétude, c'était de voir un Mohamed Salah qui allait baisser en productivité sur les dernières saisons. Après le départ de Sadio Mané, on a assisté à un réveil qui fait la concurrence avec Erling Haaland au niveau des meilleurs buteurs. Ce sont pour moi des joueurs qui vont pouvoir relancer un peu la bataille pour le titre de meilleur joueur africain cette année, pour éviter un peu cette monotonie avec Mohamed Salah qui était à un certain moment au-dessus de la mêlée. Donc on aura un équilibre. Voilà, pourquoi pas. Et puis on attendra de voir qui sera le meilleur. Malheureusement, c'est pas moi, pour moi, je vais essayer de me projeter. Ce ne sera pas évident de voir un joueur ivoirien qui va pouvoir concurrencer ce joueur-là. Oui. On avait pensé à un Sébastien Haller qui avait bien débuté avec l'Ajax, un petit sursaut d'orgueil avec Dortmund. Malheureusement, la blessure a tout chamboulé. Et c'est un peu la triste note. Sinon, pour le moment, il y aura une belle concurrence. D'accord. Oui, nous avons 2 Ivoiriens dans cette liste, Sangaré Ibrahim et Seko Fofana. Bon, ils sont très très loin des performances de certains joueurs, notamment Osimhen, Victor Osimhen, qui a été le meilleur buteur de la Serie A. Ensuite, 7e au Ballon d'Or. Et puis peut-être l'autre concurrent, c'est Yacine Bono, le gardien de l'équipe du Maroc. Mais on verra ce que ça va donner à la fin de tout ça. On verra qui sera Ballon d'Or. Clément Yetton, oui. Oui, tout à fait. Je pense qu'on devrait connaître le successeur de Mané le 11 décembre à Marrakech. Et on sait qu'il aura des favoris, comme l'a dit Henri Jo. On parle de Victor Osimhen qui a terminé meilleur buteur
du championnat italien, la Serie A, et puis il a terminé meilleur buteur également des éliminatoires pour la CAN en 2023 ici en Côte d'Ivoire. Donc je pense que ça va se jouer également entre lui et Mahrez, qui a tout raflé avec Manchester City, qui a gagné la Champions League, qui a gagné également la FA Cup, voilà, qui a gagné la Premier League également. Donc je pense que ça sera peut-être les deux favoris de ces 30 nominés-là. Et puis on va souligner, comme l'a dit Henri Joué également, la formidable saison de Seko Fofana avec Lens. Voilà, même s'ils ne seront pas des candidats crédibles ou encore sérieux pour cette récompense-là, je pense qu'ils ont quand même le mérite d'être parmi les 30 nominés. Et puis, il y a quand même le meilleur club du continent. Il faut saluer également la présence de la SEC Mimosa parmi les meilleurs clubs du continent. On parle du National du Caire, on parle du Wydad de Casablanca, on parle des clubs voilà, tels que Sundowns également. Donc, la SEC qui fait honneur quand même au pays, qui est le seul représentant du pays qui figure parmi les top clubs africains. Donc, bravo à la SEC Mimosa pour le travail abattu du côté de Solbeni. Et voilà, je pense qu'il aura également le meilleur gardien. Voilà, Bono, ça va se jouer entre Bono et puis André Onana qui a fait une formidable saison avec l'Inter de Milan, il allait en finale de la Champions League. Et puis Bono qui fait quand même demi-finale du mondial avec le Maroc, qui gagne l'Europa League avec FC Séville. Donc ça va se jouer entre les deux. Voilà, qui sont pour moi les deux meilleurs gardiens du continent. N'oubliez pas, la question LGT de ce soir, je vous redonne. Mbappé et Haaland vont-ils dominer le Ballon d'Or après l'ère Messi, Ronaldo? Vous pouvez donc nous appeler au 27 21 59 93 99, toujours précédé de l'indicatif plus 225 si vous appelez hors des frontières de la Côte d'Ivoire. À présent, on passe au focus de ce soir et c'est avec Aimé Brika, président de l'Association internationale des arts martiaux. On y va pour le focus. Le premier festival africain des arts martiaux dénommé Afro Budo 2023 s'est tenu le 29 octobre dernier au Hall 1 du Palais des Sports de Trècheville. À cet effet, nous recevons sur ce plateau Maître Aimé Brika, par ailleurs président de l'Association internationale des arts martiaux, pour dresser le bilan. Je vous laisse vous installer. Bonsoir, maître. Bonsoir, madame. Comment vous allez? Très bien. Et chez vous? Je vais très bien. Vous avez un punch qui me contamine et qui me fait plaisir. Merci. Ça fait très plaisir de vous avoir sur le plateau de la Grande Île. Merci. On sera donc avec Henri Joël, Guy Orlus et à vos côtés Clément Yeton. Enchanté. Alors déjà, d'entrée de jeu, déjà merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Et puis, que pouvons-nous retenir de ce premier festival? Nous pouvons retenir beaucoup de choses. Hein. Oui. D'abord, l'accompagnement des autorités. Depuis la cérémonie d'ouverture, la tutelle était là, même à la cérémonie de clôture aussi. Et puis, l'accueil qui a été fait à nos invités qui sont venus de l'extérieur. La population a été vraiment très enthousiaste vis-à-vis de ces personnes-là, qui ne cesse de me faire un témoignage de cet accueil. Et puis, ce que nous retenons aussi, c'est que les infrastructures étaient à la hauteur de nos attentes. Ouais. Okay? Et tout nous a été en fait facilité. Donc, les enfants sont venus nombreux le samedi matin. Après, on a enchaîné avec des adultes qui étaient tous là. Ouais. Vraiment, l'atmosphère était conviviale. Ça s'est très, très bien passé. Et vous êtes satisfait, on dénote donc vous êtes satisfait de l'engouement autour de l'événement? Ah oui, bien sûr, nous sommes satisfaits. Bon, vous savez, tout événementiel, il y a toujours des parties à améliorer, mais globalement, pour une première édition, et puis c'est quand même un challenge parce que cet événement-là est conçu par une grande fédération internationale qu'on appelle la World Kobudo. Donc, ils organisent une manifestation pareille sur le continent américain qu'ils appellent le Capital Conquest, ouais. Et ils organisent aussi une autre manifestation sur le continent européen qu'on appelle Eurobudo. Alors nous leur avons demandé la permission d'organiser une manifestation semblable en Afrique qu'on appelle Afro Budo Festival. Donc c'était vraiment un grand challenge. Oui. Et combien de festivaliers ont pris part? Alors, nous étions plus de 200 personnes, de pratiquants, et sans compter la population qui est venue découvrir aussi les arts martiaux. Alors, notre objectif, bien sûr, c'était de montrer aux
à nos citoyens qu'ils ont parmi eux des personnes qui s'y connaissent en arts martiaux. Et les arts martiaux ayant beaucoup d'avantages, hein, on les a invités à venir pour voir les avantages que présentent les arts martiaux. En plus, entre festivaliers, le plus important, c'était de créer une chaîne d'union. Donc, à ce niveau, les enfants se sont bien amusés, les pratiquants aussi ont sympathisé, et les maîtres, entre eux aussi, ont créé des relations. Alors, tout ça, sous la supervision du Anchi Alain Saï. Alors, Anchi Alain Saï est venu parce que lui, il a une cinquantaine d'années d'expérience. Oui. Voilà, donc il nous a aidés. Mais n'empêche que, sur place, nous avons eu des experts qui étaient à la hauteur de l'événement et qui ont montré qu'eux aussi ont leur mot à dire sur le plan international. Oui, en tout cas, félicitations. Ah, oui, Henri Joël, une question. Alors, maître, félicitations pour cette initiative Festival des arts martiaux. Alors, combien de disciplines étaient présentes pour ce premier G? Alors, nous avions une vingtaine d'écoles, associations, fédérations et fédérations d'arts martiaux qui sont venues. Donc, je ne vais pas citer tout le monde, mais celles qui étaient les plus en vue, hein, du point de vue du nombre de pratiquants, on avait la Fédération ivoirienne des arts martiaux chinois, qui ont pratiquement, ils étaient à 30% des effectifs. Et nous avons eu du côté karaté, nous avons eu près de 4 karatés. Nous avons eu le Shotokan, nous avons eu le Shutoryu, nous avons eu le Shinkaryu et nous avons eu aussi le Yosekan Karaté-Do, sans compter le karaté contact qui est venu aussi. Bon, les autres arts martiaux, nous avons eu l'aïkido, nous avons eu le jujutsu, nous avons eu le Krav Maga. Donc, toute la famille était là, tout le monde était là. On s'est retrouvés dans une atmosphère vraiment conviviale. Et c'est ce qu'on recherchait, c'est-à-dire faire un pont entre tous les arts martiaux qui existent sur le continent africain. Effectivement. Guy-Orlus? Oui, ce que moi j'ai voulu... J'avais pensé à un festival avec de la musique et tout ce qui accompagnait. Mais là, ce que je constate, c'est un festival typiquement pratique, voilà, pratique lié aux arts martiaux. Pour ceux qui ne connaissent pas, le Budo, c'est quoi le Budo ou le Kobudo? Parce que là, on a l'impression que c'est un sport qui réunit généralement des athlètes qui pratiquent le karaté. Oui, bon, disons déjà pour répondre à votre première préoccupation, en ce qui concerne le festival lui-même, en fait, si vous voulez, quand on parle d'un festival, surtout en arts martiaux, ce sont les organisateurs qui mettent le contenu dans ce festival-là. Oui. Donc nous, dans un premier temps, comme je vous l'ai dit tantôt, c'est la première édition, donc nous avons insisté sur l'aspect pédagogique. C'est-à-dire qu'on a invité des personnes qui sont venues s'entraîner avec des experts qui sont venus des autres continents pour échanger, pour planter un peu un cadre d'échange. Bon, après, je vais dire les prochaines éditions, ce sera à nous de voir ce qu'on met dedans. On peut mettre un aspect de démonstration, un aspect de compétition et tout ça. Mais le plus important, c'était de commencer déjà. Et grâce à la presse qui est venue aussi à la cérémonie de lancement, on avait près de 33 organes de presse. Donc, grâce à la presse aussi, ça a été un succès. Donc, nous allons continuer à mettre un contenu. Alors, en ce qui concerne les termes du karaté, ou des arts martiaux en général, voilà, oui, c'est ça. Oui, alors, la difficulté, c'est qu'en général, il y a 3 grands groupes linguistiques qui interviennent dans les arts martiaux. Vous avez les groupes linguistiques chinois, vous avez les groupes linguistiques du Japon, et il y a une petite île au Japon qui est très reconnue pour les arts martiaux, qu'on appelle Okinawa. Donc, après, c'est difficile de se retrouver, mais globalement, le Budo, c'est tout ce qui concerne les arts martiaux japonais. Et le Kobudo, c'est tout ce qui concerne l'utilisation des armes traditionnelles, à savoir le nunchaku, qu'on connaît bien avec Bruce Lee, et puis les bâtons et tout ça. Bon, donc voilà globalement. D'accord, d'accord. Maître Aimé Brica, on apprend beaucoup avec vous. Vous n'êtes pas venu seul, hein. Vous êtes venu justement avec des participants que nous recevons sur le plateau de la Grande Team. Maintenant, s'il vous plaît, madame et monsieur, vous pouvez prendre place à mes côtés, hein. Madame ici, monsieur ici. Bonsoir, comment vous allez? Présentez-vous, s'il vous plaît. Moi, c'est Maître Nanglé Fatmata, ceinture noire, 2e douane. D'accord, maître. C'est bien que vous êtes un peu éloigné, mais rapprochez-vous un tout petit peu, oui. Et vous, présentez-vous. Allez-y. Moi, c'est Sidibé Yaya.
Oui. Je suis instructeur à la Fédération ivoirienne de Krav Maga. D'accord, ok. Et quel souvenir vous avez gardé justement de ce premier festival des arts martiaux? Bon, je pense que le président a tout dit, hein, parce que quoi qu'on dise, ce qui était intéressant, c'était les retrouvailles. Ouais. Et puis, parce que moi, je peux faire un petit témoignage, j'ai perdu de vue quelqu'un avec qui j'ai pratiqué depuis plus de 30 ans. Il a fallu cette émission et cette édition pour que nous puissions nous rencontrer. Et vraiment, c'était très intéressant, la retrouvaille, et puis bon, voilà. Et vous, maître? Nous, en tant que Fédération ivoirienne des arts martiaux chinois, on ne pouvait pas rester en maille de cette activité. Voilà, donc nous sommes venus participer à cette activité. Je pense que tout s'est bien déroulé. Oui. Les enfants ont adoré. Oui. Nous, en tant que Fédération des arts martiaux chinois, on a décidé d'envoyer beaucoup d'hommes de personnes. Oui. On était représentés à 80% les arts martiaux chinois. Oui. Oui. Voilà. Donc, ça. Félicitations. Oui, Henri Joël. J'aime bien la tenue jaune, là. Je ne sais pas si c'est pour quelle discipline au juste. C'est pour quel art martial, hein, c'est les arts martiaux chinois, précisément le Kung Fu Wushu. Le Kung Fu Wushu, ce qu'on voit beaucoup à la télé, là. Exactement. Ça, alors, donc, OK, il n'y a pas de souci. Donc, on vient d'apprendre qu'on fait du Kung Fu Wushu. Wushu, oui. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà. C'est quoi? C'est quoi le Kung Fu? Le Kung Fu Wushu. Le Kung Fu Wushu, voilà pourquoi on parle des arts martiaux chinois. Oui. Lorsqu'on dit arts martiaux chinois, généralement c'est le Kung Fu Wushu. Donc voilà pourquoi on abrège en même temps dit arts martiaux chinois. D'accord. Sinon c'est le Kung Fu Wushu, c'est la signification. C'est ce qu'on voit dans les films chinois avec c'est ça, Bruce Lee, tout ça, Jackie Chan, c'est ça. D'accord. Nous on dit très souvent Kung Fu. Voilà, Kung Fu. Voilà, mais on ne dit pas le Kung Fu Wushu. D'accord. Bon, on va aller s'inscrire. On va s'inscrire, non? Oui, si. On va s'inscrire. Maître, je vais venir m'inscrire. Mais vous serez la bienvenue. Il y a de la place, il y a de la place pour tout le monde. Pour tout le monde? Oui, vous pouvez venir, les enfants, tout le monde. Moi, c'est la tenue là même qui me plaît bien. Alors, je vais me promener en ville avec, qu'on sache que je fais du Kung Fu. Maître Bricard. Et pour la prochaine édition, qu'est-ce que vous nous réservez? Oui, la prochaine édition, comme je l'ai dit, hein, l'objectif, c'est de pérenniser ce festival. Donc, nous prenons rendez-vous pour 2024 et nous allons essayer de doubler les objectifs qui ont été les nôtres en cette année 2023. Et nous comptons bien sûr sur la presse, hein, parce que c'est vous qui permettez qu'on entende parler de nous. Donc on compte énormément sur vous. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes avec vous ce soir, pour faire déjà le bilan et puis dire à la population que nous serons là, bien sûr, avec l'aide de Dieu, en 2024 pour faire encore un festival africain des arts martiaux. Voilà qui est dit. Oui, Guillaume. Le président, je vais me tourner vers vous. Ce que je peux constater dans vos différentes interventions, c'est que l'objectif était de faire en sorte que l'événement ait lieu, n'est-ce pas? Avoir une première édition, faire un G. D'accord. Est-ce que ce qu'on a pu voir sur les images, c'est qu'il y a certes un regroupement de personnes pratiquant on va dire, les différentes disciplines des arts martiaux chinois. Est-ce que la communication s'est faite sur l'étendue du territoire? Parce que ce qu'on a pu constater, c'est qu'il n'y a pas eu ce monde-là qui allait venir du reste du pays. Alors qu'il y a beaucoup de pratiquants quand même. De l'intérieur du pays. Oui, bon, comme je l'ai dit, hein, c'est une première édition. Et puis, comme tout événementiel, vous avez beau prévoir à 100%, il y aura toujours des imprévus. Hein. Je vais dire, on ne peut pas tout maîtriser. Il y en a qui font un concert, l'artiste principal est là, on a vendu tous les tickets et puis paf, il y a l'orage. Bon, donc à partir de ce moment, tout événementiel, il y a une partie qu'on ne maîtrise pas. Nous avons fait près de 20 panneaux, dont 10 à Abidjan et 10 à l'intérieur du pays. Nous avons fait des événements, nous avons invité la presse à venir faire une rencontre pour qu'on leur explique ce que c'est que les arts martiaux. Nous avons fait une cérémonie de lancement en juillet, nous avons fait une cérémonie d'ouverture, tout ça pour faire parler de nous. Bon, c'est une première édition. Nous retenons les aspects positifs, les autres aspects, nous allons les améliorer au fur et à mesure des autres éditions. Ça marche. Voilà. Et un mot de fin, Maître? Oui. Je voulais profiter de votre antenne pour rendre un hommage à notre président de la FIAMC, Maître Méité Siaka, qui ne ménage aucun effort ou besoin se faire sentir
D'accord. Pour la gloire des arts martiaux en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et vous? Je pense que je vais lui emboîter aussi le pas. Ouais. Et rendre aussi un hommage à mon président, Fofana Alassane, qui malheureusement cette année n'a pas été gâté sur le plan santé. Bon, voilà. Et puis rendre aussi un hommage aussi à mon aîné Maître Breka pour son initiative. Vraiment parce qu'il faut reconnaître que c'est des choses qui nous ont manqué. Ouais. Nous qui avons eu la chance de connaître un peu la nuit des arts martiaux en Côte d'Ivoire, nous savons ce que c'est. Bon, voilà. C'était très intéressant de se retrouver et puis bon, voilà, c'est un peu ça. Très bien. Le festival est donc là. Maître Aimé Breka, votre mot de fin à vous? Je ne saurais terminer cette émission sans remercier, comme je le dis, toutes les autorités qui nous ont encadrés, qui nous ont vraiment mis dans des conditions qu'il fallait, sans oublier notre population qui a très bien accueilli nos invités d'Europe. Aujourd'hui, quand ils m'écrivent, ils me disent qu'ils ont encore la tête pleine de sourires de la population. Voilà, c'est pas rien l'accueil quand vous accueillez des gens comme ça. Surtout que bientôt on reçoit une grande compétition de football. Donc c'est des aspects positifs. Donc remercier la population, remercier l'ensemble des pratiquants et comme je l'ai dit, remercier surtout la presse. Donc beaucoup de gens peut-être ne le savent pas, mais aujourd'hui communiquer est très important. Comme ils l'ont souligné tout à l'heure, ils nous ont demandé est-ce que vous avez communiqué. Nous, notre leitmotiv, c'est vraiment la communication. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup, Maître Aimé Breka, président de l'Association internationale des arts martiaux. Et puis on se retrouve l'année prochaine pour le festival numéro 2. Voilà. Si Dieu le veut. Si Dieu le veut. Dieu le voudra. Voilà, on marque une petite pause. Vous ne bougez surtout pas. Dans quelques instants, la question LGT sera menée de bout en bout dans l'actualité ce soir. Mbappé et Haaland vont-ils dominer le Ballon d'Or après l'ère Ronaldo, Messi, 27, 21, 59, 93, 99. À tout de suite. C'est un joueur d'avenir. Et effectivement, ces statistiques lui prédisent déjà un bel avenir. Jude Bellingham qui a seulement 21 ans. Clément Yeton. On parle quand même de chiffres démentiels et puis d'un début légendaire pour l'anglais parce que c'est quand même étonnant pour un gamin qui avait déclaré qu'il n'était pas trop fan du football et qui partait aux entraînements pour cueillir des fleurs, des herbes pour sa mère. Donc je pense qu'il est quand même étonnant dans tout ce qui est adaptation. Quand tu vas au Real Madrid, quand tu arrives dans le plus grand club du monde, dans ce vestiaire-là qui te met la pression. Et pour lui, comme ça, pour ses débuts, il va mettre 13 buts en 13 matchs. Voilà, et puis on parle quand même d'une semaine formidable pour lui. Il a été meilleur joueur du mois en Liga. Il a gagné le trophée Copa tout récemment au Ballon d'Or. Et c'est quand même formidable. Il met un doublé face au Barça dans les Classicos. Après, comme l'a dit Dago Charles, il ne faudrait pas qu'on se précipite également. Il ne faudrait pas qu'à l'époque, il avait 15 ans. Donc je pense qu'il a confirmé tout ce qu'on attendait de lui sur cette semaine, surtout son transfert au Real Madrid. Bravo à lui. Et il rappelle quand même quelques Anglais qui sont passés au Real Madrid, qui n'ont pas eu cette carrière-là, qui n'ont pas eu ce début fracassant-là. Et qui, là, actuellement, on parle de Cunningham qui a gagné la Liga avec le Real Madrid dans les années 60-70. Oui. On parle de Steve McManaman, qui est l'élégant anglais, qui, lui, était un peu plus remplaçant, qui n'a pas eu ce début fracassant également avec le Real Madrid, mais qui a gagné la Liga et puis la Champions League. On parle de David Beckham, qui, lui, qui a apporté le côté marketing au Real Madrid, mais qui n'a pas gagné autant, qui n'a pas gagné la Champions League, qui n'a pas eu ce début fracassant également. Et puis on parle de Jonathan Woolgate, l'anglais qui s'est blessé énormément, qui n'a pas connu une réussite au niveau de cette formation du Real Madrid. Et puis il y a Michael Owen, le Ballon d'Or avec Liverpool qui est passé également, qui n'a pas eu également de grandes réussites avec le Real Madrid. Mais lui, il est en train de vaincre cette malédiction anglaise-là. On espère qu'il va continuer ainsi, pourquoi pas être un candidat crédible pour les futurs Ballons d'Or. Les futurs Ballons d'Or, oui. Vous parlez de malédiction. Est-ce qu'on peut parler de porte-bonheur aussi? Parce qu'il porte un dossard mythique, le numéro 5 de Zizou. Pour l'instant, on peut dire oui. Parce que quand on voit ses débuts, là, il fait presque tout dans cette équipe du Real. Quand le Real est en difficulté, c'est lui qui vient en décanter la situation. Souvent, les scores étriqués, c'est lui qui met sur tous ses buts de dernière minute. Dans ce match, il joue à quel poste? On pose la question parce qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il est un peu partout au niveau d'abord dans l'entrejeu du Real Madrid et il n'hésite pas à être devant. C'est pour cela qu'il marque beaucoup. Donc,
quel est le poste qu'il joue? Moi, ça me rappelle un autre joueur anglais, mais lui qui n'était pas au Real, qui était à Liverpool, Steven Gerrard, qui, en quelque sorte, on appelait le monsieur qui faisait un peu presque tout au milieu de terrain. C'est en quelque sorte cette manière-là que Bellingham joue au Real Madrid, parce qu'il est un peu partout, tantôt à gauche, à droite, il n'hésite pas à monter. Et je pense que pour l'instant, c'est cette liberté-là qui lui permet aujourd'hui d'avoir ces statistiques. Alors, les autres l'ont dit, est-ce que ça va pouvoir continuer? Parce que, vous savez, il y a certains coachs qui acceptent, qui facilitent souvent l'intégration en voyant la manière de jouer et surtout en créant le système qui va avec le joueur. Alors, est-ce que demain, si on a un coach nouveau du côté du Real, est-ce qu'il ne va pas le cantonner à une tâche spécifique du côté du milieu de terrain? Est-ce que cela ne va pas freiner, je dirais, cette belle progression. Ouais. Voilà. Donc, ce sont autant de questions qu'on peut se poser. Si, par exemple, demain, le board du côté du Real Madrid venait à changer, surtout au niveau du banc. Donc, pour l'instant, il fait un très bon début de saison. Son numéro lui porte chance parce que le numéro de Zidane. Ouais. Maintenant, on attend de voir ce que ça va donner dans les années à venir parce que beaucoup ont été tout de suite plébiscités, craquent. Mais ça n'a pas vraiment donné ce qu'on attendait et puis après, ils ont disparu. Bellingham, à votre avis, probable futur Ballon d'Or, Guillaume? Pourquoi pas? Il fait déjà ses armes avec le Real Madrid, qui est un grand club, un club qui lui donnera certainement de la visibilité, avec l'ensemble des joueurs autour, Vinicius Junior, Rodrigo, et puis derrière une bonne défense. Il y a des chances qu'il y arrive, seulement s'il continue sur cette lancée. Mais on a compris que depuis un certain moment que le Ballon d'Or, ce n'est pas uniquement qu'une affaire de club. Le Ballon d'Or, c'est aujourd'hui devenu une affaire de Coupe du Monde, avoir une bonne performance en Coupe du Monde pour bénéficier du Ballon d'Or. Si ça devait être le cas, je pense qu'il y a des joueurs qui allaient avoir le Ballon d'Or, donc ce n'est pas suffisant. Et déjà en équipe nationale, c'est vrai, on est une équipe d'Angleterre qui, on va dire, depuis quelques années, essaie de montrer un beau visage avec des joueurs. Il peut le faire si d'aventure il arrive à se surpasser, que ce soit en club comme en équipe nationale. Donc je pense qu'il a la capacité pour le faire. Et puis je crains un peu, parce que derrière on annonce un certain Kylian Mbappé du côté du Real Madrid. Si d'aventure Kylian Mbappé, avec sa carrure, son charisme, sa volonté d'aller un peu plus loin, est-ce que ça ne va pas freiner un peu l'élan de Jude Bellingham qui est à la base des milieux? Donc je me dis qu'il y a beaucoup d'aspects qu'il faut considérer. La fin du contrat de Mbappé était pour juin. Donc je pense que si d'aventure ce Kylian Mbappé arrive au Real Madrid, pour moi ce sera fait. Il suffit, on va rester patient, attendre de voir si Bellingham va continuer cette lancée et s'il n'y aura pas un Mbappé dans ses pas. D'accord, on attend donc de voir, on reste très patient. Guillaume Bellingham, qui est donc la nouvelle pépite anglaise, qui est vraiment en train de s'affirmer comme un phénomène pour le football. Bon, nous on marque une petite pause, hein, vous ne bougez surtout pas. Dans quelques secondes seulement, on ouvrira le téléphone et on pourra parler du sujet principal pour la grande team de ce soir. Mbappé et Haaland vont-ils dominer le Ballon d'Or après l'ère Messi-Ronaldo? C'est seulement dans quelques secondes. À tout de suite. Vous suivez votre émission La Grande Team, toujours sur la 3 en direct, et on espère que vous passez une agréable soirée en notre compagnie, toujours avec Dago Charles, Clément, Guillaume et Henri Joël. Il est l'heure à présent de parler de Mbappé Haaland, un duel sans partage. Déjà avec la fin de carrière qui s'annonce pour Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, les observateurs internationaux nous parlent d'un duel entre Mbappé et Haaland. Nous, on en parle dans l'actu de ce soir. Le téléphone est donc ouvert maintenant pour vous donner la possibilité d'interagir avec nous. Le 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99, et aussi toujours la page Facebook de la 3 qui vous appartient. Elle est là, vous pouvez nous écrire et partager vos avis, bien sûr, qui seront lus en cours d'émission. On regarde cet élément vidéo et après on en parle sur le plateau de la Grande Team. Voilà, le débat est donc ouvert. Messieurs, d'entre le jeu, tout de suite, je vous pose donc la question LGT. Kylian Mbappé et Erling Haaland vont-ils dominer le Ballon d'Or après l'ère Messi-Ronaldo? Vos avis, oui ou non? À vos panonceaux. Dago Charles?
Non. Clément Yéton, oui. Oui aussi pour Guy Orlus et non pour Henri Joël. Henri Joël, pourquoi non? Vous pouvez argumenter, s'il vous plaît? J'ai dit non parce qu'il y a plusieurs paramètres qu'il faut prendre en compte. Oui. Vous savez, depuis cette domination de Ronaldo et Messi, plusieurs joueurs sont passés et on a vu en ces joueurs-là des probables remplaçants de ces deux monstres. Déjà, je vais évoquer un joueur comme Eden Hazard, où à un moment on voyait comme peut-être celui qui allait remporter peut-être le ballon d'or après ces deux-là, ou peut-être celui qui allait les bousculer. On a vu aussi Neymar. Le Neymar de Barcelone, qui vraiment était exceptionnel et on voyait que, on se disait que peut-être voilà un monsieur qui peut-être va venir bouleverser un peu la hiérarchie de ces deux-là. Sauf que ça n'a pas suivi. Eden Hazard avec Chelsea, oui, il a fait des choses exceptionnelles, mais il y avait toujours cette domination de ces deux-là. Maintenant, on parle de leur retrait, il n'y a pas de souci. Donc, ce qui veut dire que maintenant, la route est ouverte pour de nouveaux joueurs, pour cette distinction. Voilà, j'y arrive. Alors, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident parce que, comme ces deux cités-là, Neymar et Hazard, ils ont connu des moments difficiles pour certains à cause de la blessure, pour d'autres à cause de la destination choisie après. Parce qu'on l'a dit tout au long de nos émissions, bien sûr, avant la cérémonie du Ballon d'Or, il fallait prendre plusieurs paramètres en compte en ce qui concerne cette affaire du Ballon d'Or. Il y avait le club, il y avait le championnat, il y avait aussi le pays qui pesait. C'est vrai que certains ont gagné sans toutefois avoir un pays assez représentatif au niveau des grandes compétitions, notamment je voyais avec le Libéria. Mais aujourd'hui, ça compte énormément. Ça compte énormément parce que quand on prend Messi et Ronaldo, c'est l'Argentine, c'est le Portugal, qui sont quand même des nations de foot qui sont reconnues et surtout qui ont une histoire. Quand on prend Messi et Ronaldo, c'est Manchester United. Dans un premier temps pour Ronaldo, c'est le Real de Madrid, c'est la Juventus de Turin. Quand on prend Messi, c'est Barcelone. Et d'ailleurs, quand on remarque très bien, Messi prend un ballon d'or, c'est-à-dire le dernier avec l'équipe du Paris Saint-Germain, à cause de la Coupe du Monde, pas à cause de sa performance avec l'équipe du Paris Saint-Germain. Ouais. Donc voilà des éléments qu'il faut prendre en compte pour dire si oui ou non ces deux-là prendront, je dirais, leur succession. Haaland, il joue avec l'équipe de City qui se comporte très très bien sur la scène européenne, mais évolue dans un pays, le Danemark, qui n'est pas aujourd'hui... la Norvège, qui n'est pas un pays assez coté en ce qui concerne les compétitions internationales. Et Mbappé, il est au PSG. Il va continuer peut-être avec le PSG, parce qu'on parle même d'une prolongation, on parle d'une probable prolongation avec l'équipe du Paris Saint-Germain. Pour finir, oui. Voilà, donc il y a tellement de paramètres qu'il faut prendre en compte. C'est pour ça que je dis tout de suite, moi je ne les vois pas en train de succéder à ces deux monstres du football. Très bien. Bon, voyons l'avis de M. Kofi Mathieu qui nous appelle de Mbato. M. Kofi Mathieu, bonsoir. Oui, bonsoir, la toute puissante Marie-Christine. Comment vous allez, M. Kofi Mathieu? Je vais très bien. Et vous-même? Je vais très bien. Merci beaucoup. Alors, ok, je salue la grande team. Bonsoir, M. Kofi. On vous écoute. Ok, je crois que, en principe, c'est ce qui devait se passer. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde les performances après Lionel Messi et Ronaldo, c'est les jeunes joueurs dont Mbappé, Haaland et puis le joueur du Real de Madrid, là, l'anglais du Real, le jeune anglais du Bellingham. Voilà, oui. Bellingham. C'est eux qui ont le vent en poupe actuellement. Oui. Donc, on espère que d'ici 2 ans ou 3 ans, leurs performances vont être régulières pour qu'ils puissent rivaliser, sinon prendre la place de ces deux dinosaures qui s'en vont à la retraite. Mais là encore, il faut que l'attribution du ballon d'or se fasse dans une franchise, parce que rien ne prouve que d'ici l'année prochaine, on ne va pas donner un 9e ballon d'or à Messi pour sa bonne retraite. Ça, on ne sait pas. Comme cette année, on lui a donné pour la clôture de tout ce qu'il a fait pour sa carrière. Bon, j'espère que l'année prochaine, on lui attribue un autre ballon d'or, un 9e, pour dire que c'est lui, Lionel Messi, il a fait une bonne retraite, donc on lui donne ça. Sinon on doit regarder les performances des jeunes joueurs là, en principe,
après Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, ceux qui ont le vent en poupe actuellement, c'est les trois que je viens de citer là, c'est eux qui doivent prendre leur place. D'accord. D'accord. Voilà. C'est bien noté. Merci beaucoup, M. Kofi Mathieu. Merci bien et puis bonne émission à vous. Merci beaucoup. Vous pouvez donc faire comme M. Kofi Mathieu et nous appeler au 27 21 59 93 99 pour nous donner votre avis concernant la question LGT. Mbappé et Haaland vont-ils dominer le Ballon d'Or après l'ère Messi, Ronaldo? Dago Charles, je vous écoute. Moi, je dis non parce que cette ère, Messi, Ronaldo, on ne peut plus revivre ça. Voilà, on ne peut plus revivre. C'est des choses qui, pour moi, qui viennent... le créateur nous envoie ce type d'individu-là, peut-être chaque 50 ans, des choses comme ça. Ouais, ça, il faut voir. Parce que ça sera plus possible. Ouais, ça sera plus possible d'avoir une telle rivalité, je ne crois pas. Parce que ceux qui sont là aujourd'hui n'ont pas leur qualité. Voilà. Quand tu prends la qualité de Cristiano Ronaldo, c'était vraiment du boulot. Hein. C'est depuis Porto. Il était déjà prometteur depuis Porto. Et quand on voit son parcours, tu sais que ce gars-là a travaillé vraiment pour être Ballon d'Or, pour être numéro 1. Cette hargne-là, cette envie-là, je ne crois pas qu'elle habite aujourd'hui ceux qui sont en train de jouer actuellement. Parce qu'être aussi décisif, comme Cristiano Ronaldo l'a été depuis Porto jusqu'à aujourd'hui, même en Arabie Saoudite, non, je veux dire que ça vient d'autre part. Vous voyez. Et quand tu parles de Messi, bon, c'est comme si, bon, comme on le dit tous, c'est un génie. Donc il ne force pas en toute chose. Donc le seul qui, pour ma part, peut essayer de mettre tout le monde d'accord, peut-être c'est Mbappé. Parce que, voilà, lui, il est décisif et il se crée lui-même des choses, il force lui-même des situations, il peut prendre 2-3 défenseurs pour marquer des buts, il est décisif dans tous les grands rendez-vous. Oui, lui pourra être un potentiel Ballon d'Or, surtout l'année prochaine, quand on sait que l'équipe de France est aujourd'hui une superbe équipe et c'est fort probable qu'elle puisse vraiment être dans le carré de l'Euro l'année prochaine. Oui, Mbappé pourrait être ce Ballon d'Or là, parce que déjà en performance avec le PSG, voilà, c'est de très bonnes performances, donc je peux. Okay. Maintenant, quand tu prends Haaland, pour moi, il est tellement tributaire des passes des autres, il dépend tellement des autres que quand De Bruyne n'est même pas dans sa forme initiale, il passe inaperçu. On l'a dit, Yeto l'a dit, sur les trois finales de City, même jusqu'aux demi-finales de City, on ne l'a pas vu. C'est-à-dire qu'il est passé, il était vraiment transparent. À côté de lui, il y a le jeune homme dont on vient de parler, Bellingham, oui, qui est aussi un très bon footballeur, prometteur. Mais malheureusement, aujourd'hui, Ancelotti ne joue pas avec un avant-centre. Quand demain, le Real aura un avant-centre, par exemple comme Mbappé et autres, ça sera vraiment difficile pour lui d'être aussi décisif comme il est. Parce qu'au Real, c'est un football total où, en général, les avant-centres sont toujours mis en valeur, en général. Et donc, dans sa position de milieu de terrain, il lui sera difficile d'être au-dessus de tous ces avant-centres qui sont passés au Real Madrid. Le grand Zidane n'a pas pu passer au-dessus de R9 quand il était avant-centre dans ces clubs-là. Donc, moi, je ne crois pas. Je crois plutôt à l'avènement d'un garçon comme Mbappé ou alors d'un autre, comme Maradona est venu, comme certains, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, oui. Ou bien Toto Shilashi, quelqu'un vient, cette saison, il brille, oui. Mais dire qu'on va avoir encore deux gars, comme on a connu Messi et Cristiano Ronaldo, sur les 15 dernières années, non, je ne crois pas. Je ne pense pas que ça sera possible. D'accord, bon. Guy Orlus et puis Clément Yeton pensent le contraire. On va écouter vos argumentaires dans seulement quelques secondes. Le temps de prendre M. Sabas qui nous appelle de Bayota. M. Sabas, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment vous allez? Je vais très bien. D'accord. Par la grâce de Dieu. Ravi, alors. Comment vous allez? Je vais très bien par la grâce de Dieu aussi. Okay. Allez, on vous écoute, M. Sabas. Bon, madame, après l'épopée de ces deux monstres sacrés du football mondial, qui sont Messi et Ronaldo, la porte est largement ouverte maintenant pour que les jeunes aux gagnants soient attaqués. Je parle notamment de Mbappé. Kylian Mbappé, oui. Haaland. Voilà, Haaland. Ils ont largement la pointure et des positions pour remplacer ces deux monstres sacrés. Donc, à mon humble avis, ils peuvent les remplacer valablement. Okay.
Parce que vraiment, ce qui nous montre le choc actuellement dépasse même nos chocs attendements. Donc, pour moi, ils vont dominer le ballon d'or. Pour de remplacer ces deux joueurs. D'accord. Voilà. OK. C'est bien noté. Merci beaucoup, M. Sabas. Merci à vous de même. Merci beaucoup. Sur la page Facebook, un instant, messieurs, sur la page Facebook de la 3, on a Barros Freddy qui nous dit « Ils seront influents, mais dominer, ce n'est pas possible car la domination Ronaldo et Messi est unique. Il y a des étoiles montantes comme Bellingham, Vinicius. Ça sera encore plus ouvert. » On a aussi, une minute, Germain Arbelenyo qui nous dit Mbappé n'aura pas de ballon d'or dans sa carrière. Ah bon, d'accord. Bon, d'accord, ça c'est un autre débat. Guillaume, les suivis, je vous écoute. Oui, une chose est claire, c'est que ce qu'on a pu constater, c'est que le duel Lionel Messi-Ronaldo est venu on va dire, des classicos. En Espagne, ça a été plus amplifié lors du passage de Cristiano Ronaldo en Espagne. On a remarqué que certains, on attendait beaucoup des classicos, Barça-Madrid, ça a amplifié. Donc moi je me dis que sur ce point-là, on a un aspect médiatique qu'il faut prendre en compte. Quand les médias mettent la main à la pâte pour valoriser ces joueurs-là, ça passe rapidement. Parlons maintenant des qualités. Mbappé, depuis près de 3 ans, est sur la même lancée. Chaque fois, avec le Paris Saint-Germain, il se présente en véritable capitaine, même avec l'équipe nationale. C'est cette empreinte-là qu'il a. Comme il s'appelle déjà, Erling Haaland, on a l'impression qu'il a trouvé l'équipe qui allait lui permettre d'avoir ces statistiques-là. Il arrive à Manchester City. Il y a des joueurs autour qui favorisent son éclosion. Ouais. Il trouve des joueurs tels que Gundogan, Bernardo Silva sur le côté, qui l'alimentent assez facilement. De Bruyne, Mahrez, c'est passé crème. On avait l'impression qu'à un certain moment, après le départ de Mahrez, ça allait être un peu difficile. Après le départ de Mahrez et Gundogan, ça allait être difficile. Mais jusque-là, en Première Ligue, il est le meilleur buteur de Première Ligue. Également pour Mbappé, meilleur buteur de la Ligue 1, arrivant en Ligue des Champions, il s'impose. Donc je pense que pour moi, aujourd'hui, il ne faut pas les nier. Ce sont des joueurs qui sont importants pour le club, importants pour leurs différentes équipes. Et puis maintenant, avec la lumière que propose l'absence de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, ils auront le temps de s'affirmer. Parce que beaucoup aujourd'hui ont été enfermés dans une bulle d'une génération, je veux dire d'une génération de 2006 à 2000, ou bien de 2010 à 2020, qui ont grandi avec des joueurs tels que Cristiano Ronaldo, qui ont grandi avec des joueurs tels que Lionel Messi. Ceux-là auront du mal à accepter le fait qu'il y a une nouvelle génération qui arrive, qui éclore, qui impose son empreinte sur le football mondial. Erling Haaland, on va dire, il est hallucinant, il a des stats hallucinantes avec Manchester City. Mbappé, qu'est-ce qu'il fait? Pour moi, c'est extraordinaire. Un joueur capable de changer, d'apporter à lui seul sa couleur à son effectif. Pour moi, il faut accepter que ce joueur-là a apporté quelque chose au nouveau football et ils auront également le mot à dire. D'accord. On a un appelant, hein, et on le prend tout de suite. Monsieur Takou Daniel. Monsieur Takou Daniel, bonsoir. Oui, allô? Bonsoir, vous nous appelez de Katiola. Oui, madame. Comment vous allez? Je vais très bien. D'accord. Alors, Mbappé et Haaland vont-ils dominer le ballon d'or après l'ère Messi-Ronaldo? On vous écoute. Bon, selon moi, ça sera très difficile pour eux. Mais je vois plutôt Haaland, je vois plutôt Mbappé et Vinicius. D'accord. Haaland, il évolue du club, mais il n'est pas très bon au pays. Puisque son pays même n'est pas très calé en matière de football. Donc, je vois plutôt Mbappé et Vinicius. Ok, d'accord. C'est tout? Oui, c'est tout. D'accord. Merci beaucoup pour votre participation. Okay. Oui, Clément Yeton, je suis à vous. Oui, mais je mets un oui, mais pas un oui dominant en tant que tel, influent, comme l'a dit un appelant. Voilà, parce que normalement, quand tu prends actuellement tout ce qui est statistique du moment, même avec la présence de Ronaldo et de Messi, ce sont des gamins, ce sont des jeunes hommes qui arrivent à avoir
des statistiques intéressantes quand même, voilà, qui fait d'eux des candidats crédibles au Ballon d'Or. On a vu le dernier classement où Haaland est 2e et puis Mbappé est 3e. Et puis quand tu prends la coupe d'évolution quand même de ces deux gamins-là, on parle quand même de Mbappé qui a été nominé 6 fois au Ballon d'Or. Il a terminé 6 fois dans les top 10. On parle de 2007 où il était 7e, 2018. Il fait un excellent mondial avec la France. Il termine 4e du Ballon d'Or à 20 ans. Tu vois, en 2019, il termine 6e, 2021, 9e, 2022, il est 6e et puis 2023, il est 3e. Haaland, pour ses 3 nominations, en 2021, il est 11e et puis en 2022, il est 10e et tout récemment, il est 3e. Donc, quand on prend les statistiques de ces 3 garçons-là, on s'est dit non, ce sont des garçons qui vont quand même et dominer un peu le Ballon d'Or ou les Ballons d'Or qui vont venir. Et puis, on a quand même Mbappé, on sait qu'il a cette rage-là, c'est ce qui lui manque, il veut aller chercher ce trophée-là pour être parmi quand même les garçons qui auront marqué leur sport, c'est-à-dire le football. Et lui, on sait qu'il y a ce transfert-là qui peut-être qu'il va se faire au Real Madrid, qui fait partie des clubs impactants avec le Barça dans ce qu'on appelle les décisions au Ballon d'Or. Donc moi, je pense qu'on parle des garçons quand même qui sont talentueux, qui ont beaucoup de qualité, qui ont de bonnes stats actuellement, qui sont en train de, petit à petit, je vais mettre en guillemets, qui ont quand même poussé quand même des garçons tels que Messi à leur dernier retranchement, Messi qui était obligé de batailler dur en finale face à Mbappé pour aller chercher ce Ballon d'Or-là. Ça veut dire qu'ils ont quand même beaucoup de qualité. Maintenant, comme on l'a dit, il y a des garçons également qui vont se mêler à la bataille. Et Samuel Eto'o, il a dit, quand tu ne travailles pas, il y a ce garçon-là qui sort de nulle part, qui peut venir te raser. On a des garçons tels que Lamine Yamal de FC Barcelone qui sont en train de naître. On a des garçons tels que Jude Bellingham qui sont en train de confirmer. Donc ça veut dire que rien ne te sera donné cadeau. Voilà, tu dois aller chercher, tu dois travailler. Il y a beaucoup de choses intéressantes dans les propos de Dago également et de Henri Joël qui étaient un peu sceptiques parce qu'on ne sait pas ce que l'avenir va nous donner. On a tellement lancé beaucoup de garçons qui n'ont pas donné satisfaction. Mais à eux d'aller chercher ce Ballon d'Or-là parce que je pense que la voie est ouverte quand même pour eux. Après Messi et Ronaldo qui fait partie quand même de la plus grosse rivalité du sport. Très bien, Clément Yéton, mais j'avoue que vous avez dit un oui, donc normalement ça devait être oui pour le duel Mbappé-Haaland et pas rejoindre Henri Joël et Dago Charles. Non, avant de prendre une seconde, mais on a un appelant. Assez rapidement, je suis obligée de vous interrompre. On a un appelant. Allô? Oui, allô, Marie-Christine. Oui, comment vous allez, monsieur? J'ai pas pu noter le nom. C'est monsieur? Monsieur Kofi. Monsieur Kofi, j'appelle de Chicosi, vous aussi. D'accord. Bonsoir, monsieur Kofi. Comment va? Comment vous allez? Bonsoir, ça va. Bonsoir, la team. D'accord. Bonsoir, monsieur Kofi. On vous écoute, monsieur Kofi. On vous écoute. Ouais. Bon, c'est vrai, moi, je vais donner mon point de vue. Hein. Oui, on vous écoute, oui. Bon, concernant, moi, les Messi, Cristiano Ronaldo, on ne parle plus de ça. Ça, c'est du passé. On continue ça comme du passé. D'accord. Mais c'est du présent, là, on parle. Vous parlez d'Haaland, on parle d'Haaland, on parle de Mbappé. Oui. Mais les gars du William on parle de Bellingham. Et Vinicius. Oui. Il y a Vinicius qui est là. Les gens ne disent même pas son nom. D'accord. Vinicius, là. Moi, en tout cas, je le vois même bien placé que par rapport à Mbappé et puis à Haaland. Parce que c'est un football, là. C'est-à-dire, d'ici l'endemain, là. Ça peut tourner autrement, hein. Ça peut changer, les données peuvent changer, hein. Eh oui. Haaland aujourd'hui, c'est vrai, il brille. Tout le monde parle d'Haaland, Mais franchement, même les rendements de Mbappé, ce n'est pas trop ça. Par rapport à Haaland. Ouais. Mais on parle de Bellingham, mais moi, je vois Vinicius même bien placé un peu Bellingham. Vous voyez que Ballon d'Or qui va venir 2023-2024, là, on aura des surprises. Peut-être qu'Haaland, même la solo, ne va même pas figurer. Sincèrement, je vous dis, hein, si vous ne faites pas, c'est-à-dire tout ce que les gens sont en train de dire, Haaland et puis Mbappé, là, leur nom, là, on ne va même pas parler leur nom. Tout le monde là, c'est bizarre, hein, ça peut arriver d'ici la demain, là, ça peut tourner au vinaigre. On espère que ça va pas tourner au vinaigre. Vinicius, là, il est bien placé même. Parce que l'enfant, là, on ne parle pas trop de lui, hein, mais il est bon. D'accord. Il est très, très, très bon. Moi, je le soutiens. D'accord. Il est bon. Parce que moi, je le vois, Ballon d'Or, moi, je crois que Vinicius, là, il peut être peut-être au-dessus, c'est-à-dire, il peut créer la surprise et puis rapporter le Ballon d'Or. Hein. D'accord. Okay. Parce que, franchement, là, parce que Bellingham vient d'arriver, c'est vrai. Mais bien avant Bellingham, là, c'est Vinicius qui fait de tout. Après le départ de Benzema. Oui. C'est bien noté, en tout cas, M. Kofi. C'est bien noté. Pour vous, vous voyez donc, plus Vinicius. Moi, c'est Vinicius, moi, je vois.
D'accord. Et votre avis est pris en compte. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Kofi, qui nous appelait de Yopougon Sikoji. Oui, Guillaume, si vous voulez intervenir. Oui, bon, je veux dire simplement qu'à un certain moment, il faut laisser les complexes de génération. On a vu des amoureux du jeu de Pelé qui à un certain moment avaient du duel Pelé-Maradona, qui à un certain moment avaient du mal à accepter qu'il y avait de nouveaux joueurs, des joueurs qui allaient être capables de changer la donne, qui allaient attirer la lumière sur eux. On a eu aujourd'hui ce duel-là, Lionel Messi, Ronaldo. Aujourd'hui, cette histoire est en train de passer. Cristiano Ronaldo, en perte de vitesse, se retrouve du côté de l'Arabie Saoudite. On a un Lionel Messi qui aujourd'hui, grâce à la Coupe du Monde, réussit à avoir un ballon d'or, alors qu'il se retrouve du côté des États-Unis. Alors qu'on a des joueurs depuis 3 ans qui impriment le rythme au football européen. Erling Haaland, qui rafle presque tout, une Ligue des Champions, une FA Cup, une compétition de Première Ligue. Il se retrouve dans une équipe qui lui apporte tout. Qui lui apporte de l'eau. Moi, c'était étonnant de voir Erling Haaland aller chercher le ballon long des 16 mètres. Et il le fait avec Manchester City. Il faut accepter que ces jeunes-là ont apporté leur touche, apporteront quelque chose. Ils n'ont que 21, 24 ans. Pour moi, ils ont de la place. Il faut déjà accepter, laisser des complexes de génération. OK, bon voyons les fiches de Kylian Mbappé et de Erling Haaland avant de poursuivre, messieurs, s'il vous plaît. Alors, Kylian Mbappé... 98, date de naissance 20 décembre 98. Il est français. Bon, voilà. Au niveau du palmarès, c'est Coupe du Monde en 2018, Ligue des Champions en Ligue des Nations plutôt en 2021, champion de France 2017, 2018, 2019, 2020, 2022 et 2023, Coupe de France 2018, 2020 et 2021. En ce qui concerne les distinctions, meilleur jeune joueur de la Coupe du Monde en 2018, meilleur buteur de la Coupe du Monde en 2022, trophée Copa en 2018, meilleur joueur de la Ligue 1 en 2019, en 2021, 2022, 2023, meilleur buteur de la Ligue 1 2019 et 2020, 2021 ensuite, 2022, 2023, et meilleur passeur de la Ligue 1 en 2022. Voilà les statistiques de Kylian Mbappé. On va enchaîner avec les stats d'Haaland. Lui, il est né en 2000 à Leeds, en Angleterre. Au niveau du palmarès, c'est une Ligue des Champions en 2023, une Super Coupe UEFA en 2023 également, champion d'Angleterre en 2023, FA Cup 2023 et puis champion d'Autriche en 2019 en ce qui concerne les distinctions. Soulier d'or du mondial U20 en 2019, meilleur joueur plutôt de la Bundesliga en 2021, meilleur joueur et meilleur buteur de la Premier League en 2023, meilleur joueur UEFA 2023, soulier d'or européen 2023 et puis trophée Gerd Müller en 2023. Très bien. Dagocha, je sais que vous voulez ajouter quelque chose, mais avant de vous permettre justement d'ajouter ce que vous voulez dire, l'autre intervenant en ligne parlait de Vinicius. Est-ce qu'on ne peut pas parler justement de ces tout autres footballeurs comme Vinicius, Bellingham, qui eux aussi sont bien partis pour le Ballon d'Or, C'est pour ça que j'ai dit il faut prendre beaucoup de choses, beaucoup de paramètres en compte, parce que des joueurs ont été annoncés. Au finish, on a vu ce que ça a donné. Aujourd'hui, ce sont ces deux-là. Parce que Dagocha l'a dit, qui est intéressant, c'est que le Ronaldo et Messi, c'est depuis 2000, le dernier à avoir pris le ballon d'or, c'était Kaka en 2007. Et depuis 2007, depuis 2008, ce sont ces deux-là qui ont régné jusqu'en 2023. Donc, regardez un peu le nombre d'années que ces deux-là ont occupé sur la scène internationale en ce qui concerne le football. Est-ce que Mbappé et Haaland pourront rester très très longtemps au haut niveau, parce que Ronaldo Messi, c'est minimum pour ces deux-là, c'est minimum de 40 buts par saison. C'est minimum 40 buts par saison, que ce soit Ronaldo, que ce soit Messi. Est-ce qu'ils seront capables de marquer 40 buts par saison pendant près de 10 saisons? Ça, c'est pas évident. D'où je dis que c'est pas sûr. Maintenant, à côté d'eux, vous avez d'autres joueurs. Vous avez d'autres joueurs, comme l'Apiland l'a dit et comme vous êtes en train de le signifier, Vinicius Junior, qui lui aussi, depuis son arrivée au Real Madrid, quand même au début c'était difficile. Après, Benzema l'a pris sous son aile, ça s'est très bien passé. Aujourd'hui, cette saison, on ne le sent pas véritablement. Donc, c'est pour cela que c'est difficile de savoir qui réellement va s'imposer. Parce que vous avez des joueurs qui brillent une saison,
qui brille peut-être moitié de saison, et puis après, il y a la coupe qui descend comme cela. Ouais. Voilà, donc ça sera difficile de savoir qui va réellement s'imposer pendant une longue période, comme l'ont fait Ronaldo et Messi. On pourrait donc avoir des surprises. Oui, Dagocha. Oui, non, ce que nous disons, c'est... Parce que ce dont les confrères parlent aujourd'hui à tous les niveaux, c'est est-ce que les deux là pourront, c'est-à-dire Haaland et Mbappé, pourront tenir le football mondial tel que Messi et Ronaldo l'ont fait? C'est ça la question. Ouais. Sinon, on ne dit pas que... je veux tasser le petit frère Orlis. Oui. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de bons joueurs. C'est tous des grands joueurs. On ne joue pas au Real Madrid, à Liverpool, qui veut. C'est tous des grands joueurs. Ils sont tous potentiellement capables d'avoir le ballon d'or. Ça, je ne le dis pas. Mais seulement, est-ce que ces deux-là pourront tenir cette histoire du ballon d'or, comme les deux, les Messi et Cristiano Ronaldo l'ont fait? Voilà la grande question. C'est à ce niveau que je dis ce n'est pas possible aujourd'hui. La question du ballon d'or maintenant sera une question normale, comme avant l'ère Messi et Cristiano Ronaldo. L'année prochaine, on a l'Euro. Déjà, Haaland part avec un handicap. Ouais, ça sera l'année Euro. Voilà, c'est l'année Euro. Ouais. Et la France est pratiquement qualifiée pour l'Euro. Donc vous comprenez déjà que si on parle de ballon d'or l'année 2024, si Haaland ne joue pas avec la Norvège l'Euro, il peut même pas, même s'il marque 100 buts, même s'il marque 100 buts même avec City, il sera déjà éliminé. Oui, vous comprenez? Voilà ce que je dis. Donc, il faut être présent non seulement dans les très bons championnats, comme Jo l'a dit, mais il faut être présent à l'Euro. Et l'année Euro ou l'année Coupe du Monde. Maintenant, il y a des années aussi intermédiaires où il n'y a pas d'Euro, il n'y a pas de Coupe du Monde. C'est à ce niveau-là que peut-être que des qualités intrinsèques individuelles peuvent être primées. C'est-à-dire que Haaland peut marquer tous ces buts-là. Il n'y a pas eu d'Euro, il n'y a pas eu de Coupe du Monde, parce que la Norvège n'est pas une grande nation de football qui joue régulièrement la Coupe du Monde. C'est pour ça que je prends son exemple. Mais en revanche, la Norvège peut jouer la Coupe d'Europe. Voilà. Donc là, un meilleur buteur d'un championnat peut gagner le ballon d'or européen, le ballon d'or mondial. Mais si ce n'est pas le cas, on ne pourra pas. On ne pourra pas. Donc c'est pour ça que je dis, ils ne pourront plus. Ce type de joueurs-là, Cristiano Ronaldo et Messi, Dieu nous les a envoyés dans la même période pour nous faire vivre autrement le football. L'heure est passée. Il faut encore attendre un bon moment pour avoir ce type de duo-là, voilà, une telle rivalité. Parce que quand tu prends le parcours, par exemple, de Cristiano Ronaldo, ce n'est pas le même parcours avec Messi. Hein. Messi a pratiquement fait toute sa carrière au Barça, où il a pratiquement tout gagné. Mais quand tu prends Cristiano Ronaldo, depuis Porto, je dis bien depuis Porto, Lisbonne, depuis Sporting Lisbonne, pardon, il a montré déjà à tout le monde à 17 ans qu'il était déjà un gagneur. À Manchester United, gagneur. Il arrive au Real, gagneur. Et il vient rencontrer notre gagneur et ils compétissent. Et Cristiano Ronaldo me dit, quand Messi marque 3 buts, j'ai mal parce que je sais que je dois marquer 4 parce qu'on doit parler de nous. Ce n'est pas le cas de tous ceux dont on est en train de parler actuellement. Ils sont tous très bons joueurs, mais je suis convaincu qu'ils ne vont pas nous faire vivre une autre rivalité, si ce n'est pas peut-être dans encore 20-30 ans. D'accord, ok. Bon, c'est votre avis. Donc, Mbappé et Haaland vont-ils dominer le ballon d'or après l'ère Messi-Ronaldo? C'était vos avis, messieurs. On a aussi les avis... non, bon, d'accord, ok. On passe par rapport aux avis du public ivoirien. Si vous le prenez en marche, on vous permet de voir les news et c'est dans LGT News. Du basketball pour entamer les news de novembre. La FIBB poursuit sa politique de promotion chez les filles. La promotion du basketball féminin est un pan important du programme d'action du président de la fédération, Mahama Coulibaly. En effet, après le lycée Sainte-Marie, le premier responsable du basketball ivoirien et sa suite ont visité le lycée jeune fille Singa de Yopougon. Cette visite vise également à faire de cet établissement un centre d'excellence pour la pratique du basket féminin. Selon le président Mahama Coulibaly, un projet de réhabilitation du terrain de basket de ce lycée, de même que la formation des formateurs et de suivi du pôle de jeunesse sont prévus. Pour cette visite, le président de la FIBB était entouré du directeur technique national adjoint Kwaku Ndri et de la responsable des affaires sociales Zénab Daon Coulibaly.
L'Open de jeux d'échecs, de Gondo Simplice et plusieurs échéphiles se signalent. L'Open, organisé par la plateforme Aquaba Échec durant le week-end dernier dans un hôtel à Cocody, a été marqué par la victoire de l'un des meilleurs échéphiles de Côte d'Ivoire. Il s'agit de Gondo Simplice, grand vainqueur de cette compétition dotée du trophée RVL. Il s'est affirmé au fil des éliminatoires en validant son billet pour la dernière ligne droite. Au finish, Gondo remporte la médaille d'or chez les seniors. Kouya Franklin et Blé Hubert se sont parés respectivement des médailles d'argent et de bronze. Ouaga Yohan s'est distingué chez les U20 en remportant la palme du meilleur jeune de sa catégorie. Quant à Ayemou Emmanuela, elle faisait la différence chez les filles avec le trophée de la meilleure jeune, toutes catégories confondues. On peut le dire, les organisateurs ont réussi leur coup en organisant cet Open qui a vu la participation effective de plusieurs pays, dont le Ghana, le Togo et bien d'autres. Je suis contente, mais je voulais opter pour le prix des seniors, mais ça n'a pas marché. Ça va aller une prochaine fois. Alors, c'est de m'entraîner encore pour le mois prochain. Et cette fois-ci, j'espère remporter. Nous restons dans l'ambiance Ballon d'Or et justement en direction le plus calé de ce soir qui sera spécial Ballon d'Or. C'est bon pour vous, messieurs? Encore. On va essayer. Hier, Henri Joël m'a fait... Carton jaune d'Agochal pour le encore. Voilà, on va essayer, c'est mieux. D'accord. Carton jaune. Bon, Henri Joël, qui dira encore? Ça fait un rouge pour lui, là. Pourquoi? Ben ouais, ça fait 2 cartons jaunes. Il a déjà pris un carton jaune. À quel moment? Il a dit pourquoi, ça fait carton jaune. Bref, on y va pour le plus calé. On y va, messieurs. Assez rapidement, on joue donc en équipe. Équipe A, Dagochal Clément. Équipe B, Henri-Joël Guiorlis. Première question. Quelle est la date de naissance de Lionel Messi? A, 22 mars 1986. B, 24 juin 1987. C, 22 mai 1988. Quelle est la date de naissance de Lionel Messi? On écrit, monsieur. On écrit, oui. On y va. Vos ardoises. La réponse C pour l'équipe A, la réponse B pour l'équipe B. D'accord, c'est la réponse B. 24 juin 1987, Lionel Andrés Messi est né à Rosario, en Argentine. Il est âgé de 36 ans. Tu as dit Ballon d'Or, non? C'est Ballon d'Or. Mais c'est Ballon d'Or. Ça, c'est extrait de naissance. Ça, c'est la sous-préfecture, ça. Vous voulez le deuxième carton jaune? Deuxième question. Quand Lionel Messi a-t-il signé son premier contrat professionnel? A, février 2004. B, octobre 2005. C, janvier 2006. Vous avez raison, c'est spécial Lionel Messi. Je vous ai induit en erreur. On y va. Allez, messieurs, A ou B ou C? Quand Lionel Messi a-t-il signé son premier contrat professionnel? A pour l'équipe A, pour l'équipe B. Bon, A pour tout le monde. C'est la réponse A, février 2004. Quatrième question. Lequel de ces techniciens n'a pas entraîné Lionel Messi? A, Sergi Barwan. B, Ronald Koeman. C, Alfio Basile. A, B ou C? On y va, messieurs? Je vous attends. On y va. Équipe B, oui. La réponse B. B pour tout le monde. C'est la réponse A. Sergi Barwan a assuré l'intérim à la tête du staff technique du Barça en succédant à Ronald Koeman en octobre 2021. Dernière question. Combien de buts... Il n'a pas entraîné, non? Combien de buts Lionel Messi a-t-il marqué avec la sélection argentine? A, 112. B, 109. C, 106. A, B ou C? 112, 109, 106. Oui, messieurs.
Clément. La réponse A pour tout le monde. Ben, c'est la réponse C, messieurs. Ah, c'est bien. Lionel Messi est le meilleur buteur de l'histoire de la sélection argentine avec 106 buts en 178 sélections. Roulement le tambour pour savoir quelle est l'équipe victorieuse. L'équipe de ce soir, oui, c'est l'équipe composée d'Henri Joël et de Guillaume. Bravo, messieurs. Non, mais Marie-Christine, tu mérites un carton rouge. Tu dis spécial Ballon d'Or et puis tu fais un spécial Messi. Excusez-moi, d'accord. Bon, voilà, c'est la fin de la grande team de ce soir. Merci, messieurs. Merci, Dago Charles. Ne vous fâchez pas. La prochaine fois, vous allez gagner. Je l'espère, en tout cas. Merci, Clément Yéton. Merci, Marc. Merci, Guillaume. Et merci, Henri Joël. Merci aussi à vous. On se retrouve demain en direct, toujours 20h30 sur la 3. D'ici là, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, faites toujours du sport.